Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Guisen TV pour cette nouvelle émission en direct depuis nos studios à Tel Aviv. On va ouvrir cette nouvelle émission avec bien sûr les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Et l'actualité ce dimanche est tout d'abord politique. On parle bien sûr de Naftali Bennett, le leader de la droite sioniste religieuse, qui a eu des derniers propos qui ont été très sévèrement contestés par le parti du Likoud de Binyamin Netanyahou. Naftali Bennett qui avait envisagé l'option, pour lui une option personnelle, d'aller en prison plutôt que d'accepter d'évacuer des implantations de Judée-Samarie si Binyamin Netanyahou en donnait prochainement l'ordre. La réponse n'a pas tardé pour Binyamin Netanyahou. C'est un exemple déplorable que donne aujourd'hui Naftali Bennett, Binyamin Netanyahou, chef du Likoud, qui au cours d'une série d'entretiens accordés à la télévision israélienne ces 3 derniers jours n'a pas manqué d'agressivité à l'égard de son rival de droite qui, dans les derniers sondages, puise sans cesse davantage de voix dans le bloc du Likoud Beiteinu. On parle également donc de ces derniers sondages. Les chiffres sont sortis, ils sont en baisse justement pour Binyamin Netanyahou, ce qui explique sans doute ce regain d'agressivité du parti au pouvoir. On en est à 36 mandats pour le bloc de Likoud Beiteinu, 19 pour le parti travailliste de Shelly Yechimovitch, tandis que Beit Aleomi, le parti de Naftali Bennett, se voit renforcé à 11 mandats qu'il puise donc essentiellement chez Binyamin Netanyahou. À noter également 9 pour Tzipi Livni, 11 pour Yair Lapid ou encore 4 pour à gauche de l'échiquier politique israélien, le parti de Meretz. On en reparle dans quelques instants de toute cette actualité politique avec notre analyste politique maison, Dror Even Sapir. Et puis l'autre partie de la campagne électorale, c'est également Shelly Yechimovitch, à la tête du parti travailliste, qui, elle, envoie ses potentiels futurs députés dans les bars de Tel Aviv depuis jeudi soir pour tenter de convaincre de voter pour elle les jeunes donc, de la capitale économique de Tel Aviv. Shelly Yechimovitch sur ces images à la tribune qui tente donc de convaincre de ses arguments essentiellement socio-économiques le plus jeune électorat israélien. Et puis tout de suite, on parle également de la situation en Égypte avec le référendum. Dans quelques heures, eh bien, les portes des différents bureaux électoraux vont fermer. Vous voyez les queues qui s'accumulent ces dernières heures encore en Égypte pour pouvoir aller voter concernant ce référendum pour la prochaine constitution égyptienne. Et selon les derniers sondages à la sortie des urnes qui ont été publiés par les frères musulmans, eh bien 71% des Égyptiens auraient voté en faveur de cette constitution et pourtant toujours une opposition certaine à ce projet qui accorde de larges prérogatives à l'armée, mais également à tous les organismes religieux en Égypte. À noter la démission d'un des juges qui a été les plus sévèrement opposés à Hosni Moubarak de son temps, mais également du gouverneur de la Banque centrale égyptienne. C'était dans les dernières 24 heures. Morsi devra donc faire face à une opposition de l'intérieur des organisations gouvernementales avant de pouvoir faire passer ce référendum. Et puis on parle également de la Syrie avec les combats qui continuent sur place. Des Scuds ont été lancés une fois de plus ce week-end sur la population civile. Et là, ce serait une limite à ne pas franchir pour les États-Unis, mais également, et c'est là que tout change peut-être, pour la Russie. Moscou a eu des déclarations très sévères concernant le régime de Bachar al-Assad et pour la première fois envisage le départ du chef du gouvernement syrien, Bachar al-Assad, donc qui serait peut-être lâché par ses alliés moscovites. Reste à voir dans quelles conditions est-ce que pourrait se négocier peut-être le départ de Bachar al-Assad. Ce serait la prochaine étape à voir entre Moscou et Washington. On termine sur ces images de John Kerry. Vous vous souvenez de lui? C'était l'adversaire de George Bush lors des élections il y a un peu plus de 8 ans. Il avait perdu ces élections après un combat acharné à quelques milliers de voix près. Et voilà pour le second mandat de Barack Obama. Ce démocrate est donc remis en tête de liste par Barack Obama. Il assumera le poste de secrétaire du département d'État des États-Unis à la place de Hillary Clinton, qui était déjà ces dernières semaines en congé maladie et qui donc songerait à se retirer de son poste actuel. La nomination de John Kerry a été confirmée ce week-end par le département d'État américain. Voilà pour les titres de l'actualité d'aujourd'hui. On passe tout de suite à l'actualité politique de la campagne en Israël et c'est avec Dror Even Sapir. Dror, bonjour. Bonjour Myriam. Alors on ne cesse de parler ces 2 derniers jours de ces déclarations de Naftali Bennett. On l'a montré en image il y a quelques instants, le leader de la droite sioniste religieuse. Des déclarations qui ont été immédiatement très contestées par Binyamin Netanyahou. On voudrait revenir avec vous sur les propos exacts qu'a prononcé ce leader politique.
Eh bien, avant de revenir peut-être à ses propos exacts, qui est Naftali Bennett, qui est son parti Abait Hayoudi? En fait, c'est un vieux parti à qui Naftali Bennett a donné un sérieux coup de jeune. C'est le vieux parti national religieux, le parti de ce qu'on appelle en Israël les kippot srugot, c'est-à-dire ceux des juifs israéliens les plus proches de la religion, mais qui sont tout à fait insérés à la vie israélienne, que ce soit la vie économique, la vie universitaire, la vie militaire, où ils occupent de plus en plus de places importantes au sein de l'armée. Les religieux sionistes, les héritiers spirituels, si vous voulez, du Rav Kook, hein, le fondateur du sionisme religieux. Naftali Bennett, encore une fois, a rajeuni, a dépoussiéré un parti qui commençait à sérieusement battre de l'aile, le Parti national religieux. Pourquoi? Eh bien parce que la plus grande part des électeurs sionistes religieux votaient pour les partis non sectoriels, et notamment pour le Likoud. Et là, renversement de situation, Naftali Bennett a donné encore une fois un coup de jeune au vieux parti Il a aussi Mafdal. réunifié toutes les franges de cette partie de la population. Pas Sous tout un à même fait drapeau toutes, puisque politique. l'aile gauche refuse de le soutenir, mais en tout cas, il a attiré à lui une frange de ce qu'on appelle la Ihoud Aloumi, une unité nationale plus à droite. Enfin, c'est un petit peu compliqué tout ça. En tout cas, il a réussi à rassembler effectivement la plus grande part de la famille sioniste religieuse et à donner à son parti, qui s'appelle Abait Hayoudi, en hébreu ça signifie le foyer juif, eh bien, une dimension peut-être moins sectorielle, plus globale, plus jeune. Lui-même est un ancien officier dans les unités d'élite de Tzal. C'est également un ancien entrepreneur dans le domaine de la haute technologie. Il a fait fortune dans ce domaine-là, donc quelque part une image tout à fait rajeunie de ce qu'est le sionisme religieux. En tout cas, ça fait ses preuves dans les sondages, puisqu'il en est déjà à un nombre de mandats à 2 chiffres selon les derniers. Effectivement. Là, sur ce sondage, il est à 11 sièges. Sur un autre sondage qui est paru dans le journal Maariv vendredi, un siège de plus, 12. Donc ça commence à sérieusement menacer à Likoud Beitenu, c'est-à-dire la liste commune menée par Benjamin Netanyahu et Avigdor Lieberman, puisqu'il y a un phénomène de transfert de voix. Plus le Likoud Beitenu baisse, il est à 36-37 sièges. On est bien loin des 42 sièges que ces deux partis détiennent à la Knesset actuelle. Et tout ça, la faute à Naftali Bennett, puisqu'il ne peut puiser pour sa part que dans le bloc du Likoud Beitenu des voix. Effectivement. Donc, et Naftali Bennett a peut-être commis son premier faux pas jeudi soir au cours de cette interview télévisée auprès du journaliste Nissim Michal, où il a dit effectivement, et vous l'avez dit Myriam tout à l'heure, que si on lui donnait l'ordre d'évacuer des maisons, des foyers dans les implantations israéliennes de Judée-Samarie, il préférait, lui, Naftali Bennett, à titre personnel, aller en prison. Et de là à considérer cette déclaration comme un appel à la mutinerie, il n'y a qu'un pas, c'est ce que Benjamin Netanyahou a fait. Effectivement, alors l'occasion était rêvée pour Benjamin Netanyahou d'avoir du grain à moudre et d'avoir de quoi s'en prendre et de quoi critiquer son adversaire de droite, Naftali Bennett. Il s'en est pas privé. Benjamin Netanyahou et d'autres responsables du Likoud ont déclaré incessamment au cours de ces 2 derniers jours qu'il était inacceptable, qu'il était irresponsable également qu'un leader politique puisse appeler en quelque sorte au refus de servir. Naftali Bennett lui-même est revenu sur ses propos, sur sa page Facebook et dans d'autres interviews. Il a précisé qu'il n'avait pas appelé au refus d'obéir aux ordres, mais qu'à titre personnel, il se sentait dans l'obligation de refuser d'obéir à un ordre qui va à l'encontre de ses principes moraux et éthiques. Mais en tant que chef de parti, va lui coûter cher. Alors, les prochains sondages, évidemment, diront c'est un peu trop tôt aujourd'hui pour le prévoir. C'est pas évident parce qu'il y a un très net basculement à droite de l'échiquier politique et des propos comme ça qui placeraient Naftali Bennett presque à l'extrême droite, si vous voulez, de la classe politique israélienne, eh bien, pourraient lui être bénéfiques dans une certaine partie de l'électorat. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette bataille, elle se livre à droite. Benjamin Netanyahou se désintéresse totalement de ses adversaires du centre et de la gauche, et il concentre ses flèches sur la droite de l'échiquier politique, sur Naftali Bennett. Bien, pourquoi? Tout simplement parce que, malgré tous leurs efforts, les différents partis centristes ne sont pas parvenus à attirer des voix de l'électorat de centre-droit. Sans doute aussi parce qu'entre eux, il existe cette rivalité qu'ils ne parviennent plus à cacher, de la même façon que Benjamin Netanyahou se bat avec l'aile la plus à droite, eh bien, à gauche aussi, on se bat entre différents partis d'un même bloc. Effectivement, on a un discours très dur à l'intérieur même du bloc de gauche entre les différents partis qui se disputent en fait le même électorat, et c'est un peu la même chose à droite, et peu finalement de polémique entre le bloc de droite et le bloc de gauche. Maintenant, en ce qui concerne la stratégie électorale de Benjamin Netanyahou, et ça c'est important, on a reproché au Likoud de ne pas avoir véritablement lancé sa campagne. La campagne électorale du Likoud Beitenu sera lancée dans les prochains jours, dans le courant de la semaine. Maintenant,
les propos de Binyamin Netanyahou sur les constructions dans les territoires à l'est de la ligne verte, sur cette fameuse zone dite E1 entre Jérusalem et Ma'ale Adumim, eh bien tout cela est destiné à fidéliser l'électorat de droite qui pourrait être tenté par un vote Naftali Bennett, par un vote Habayit HaYehudi. C'est-à-dire que Binyamin Netanyahou a fait le choix d'une campagne électorale la plus courte possible, mais c'était une stratégie étudiée. Ce n'est pas seulement qu'il considère la victoire comme acquise. Non, effectivement, il considère la victoire comme acquise, mais ce qu'il veut absolument, Binyamin Netanyahou, c'est d'être à la tête d'un groupe parlementaire conséquent. 36-37 mandats, ce que les sondages lui donnent actuellement, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que 36-37 mandats, dans ces conditions, il serait dépendant d'autres partis, peut-être du Chasse, peut-être effectivement du parti de Naftali Bennett, peut-être de partis centristes comme celui de Yair Lapid. Ce n'est pas ce qu'il veut. Et le message a été clair dans les interviews qui ont été données aux 3 chaînes de télévision généralistes en Israël vendredi soir. À la fois un message très dur contre Naftali Bennett. Binyamin Netanyahou a dit: il n'y aura pas dans mon gouvernement de personnalités qui appellent au refus d'obéir aux ordres à l'armée. Donc un message directement dirigé contre Naftali Bennett. Tout de suite comprendre que Naftali Bennett s'est rayé la porte d'entrée à une future coalition gouvernementale? Ce n'est pas si sûr, parce que peut-être que Binyamin Netanyahou n'aura pas le choix. Si Naftali Bennett fait un bon score, il n'aura peut-être pas d'autre choix que de celui de l'intégrer au sein de son propre gouvernement. Maintenant, il y a donc cette stratégie dirigée contre Naftali Bennett. Et ce que Binyamin Netanyahou a dit également au cours de ses interviews vendredi soir, c'est que, et je cite, ce que Ahmadinejad, ce que Khaled Meshal, ce que Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, attendent, c'est de voir si le Premier ministre israélien est un Premier ministre fort, si son parti est un parti fort, donc un message destiné à l'électorat israélien pour l'appeler à renforcer à travers le Likoud Beitenu Binyamin Netanyahou lui-même, pour que Binyamin Netanyahou soit un chef de gouvernement israélien puissant et fort face aux ennemis d'Israël. Là encore, la stratégie de Binyamin Netanyahou, c'est de porter le fer sur les questions diplomatiques et d'utiliser un petit peu les ennemis traditionnels d'Israël comme argument électoral. Alors un dernier mot, Dror, on va s'interroger dans quelques instants sur la composition sociologique de cet électorat du bloc de droite, mais avant cela sur la stratégie globale de ces autres partis. On va déplacer notre focus depuis Binyamin Netanyahou à tous ces autres potentiels adversaires, des adversaires qui n'en sont pas vraiment, puisque selon les derniers chiffres, c'est Binyamin Netanyahou qui est en tête. Est-ce que ce qui manque à cette campagne aujourd'hui, ce n'est pas finalement cette agressivité à l'encontre de Binyamin Netanyahou, de différents partis, de droite comme de gauche, qui aucun aujourd'hui ne refuse l'éventualité d'une coalition avec l'actuel chef du gouvernement? En fait, il y a un seul parti qui refuse l'éventualité de cette coalition, c'est le parti de gauche Meretz, qui est donné à 3-4 sièges dans les sondages. Et là, c'est un principe quasi existentiel pour ce parti. Oui, effectivement. C'est-à-dire c'est un parti qui, c'est peut-être le seul parti sioniste qui n'a fait partie d'aucune coalition gouvernementale au cours de ces 10-15 dernières années. Mais en ce qui concerne le parti travailliste de Sheli Yachimovitch, qui, d'après tous les sondages, est le plus grand des partis de l'opposition actuelle, en ce qui concerne également les 2 partis considérés comme centristes, celui de Yair Lapid et aussi celui de Tzipi Livni, la Hatnoua, donné à 9 mandats, eh bien, aucun de ces leaders de parti ne s'est engagé à ne pas siéger dans un gouvernement qui serait dirigé par Binyamin Netanyahou. Donc on peut considérer que le Premier ministre actuel n'aura que l'embarras du choix si effectivement, comme les sondages le prévoient, eh bien, il est reconduit à la tête du gouvernement israélien. Il n'aura que l'embarras du choix pour créer autour de lui une coalition qui sera peut-être différente de celle qu'on connaît, à savoir une coalition peut-être plus ouverte, moins centrée sur l'alliance traditionnelle entre la droite et les partis religieux. Alors un dernier mot, Dror, cette fois-ci sur la composition de cet électorat du bloc de droite qui, selon les dernières études, révèle bien des surprises, n'est-ce pas? Alors effectivement, le dernier sondage paru dans le Maariv, dont on a parlé à un moment, ne réserve pas de grandes surprises. Prépondérance du bloc de droite, tassement du Likoud Beitenu au profit encore une fois du parti de Naftali Bennett à Habayit HaYehudi. Mais la surprise, elle est, Myriam, effectivement, dans la composition sociologique, démographique de l'électorat qui donne une aussi grande majorité, à la droite israélienne. Alors je cite quelques chiffres qui sont de nature quand même à remettre en cause certaines idées reçues, Myriam. Par exemple, la proportion de juifs israéliens qui se définissent comme non religieux, laïcs. Parmi cet électorat de droite, eh bien, 54%, une assez large majorité de l'électorat de droite n'est pas pratiquant, n'est pas du tout religieux. 27% sont des traditionalistes et 11% sont des religieux, des sionistes religieux à l'image de Naftali Bennett, 8% des ultra-orthodoxes. Maintenant, concernant la répartition homme-femme, et là aussi c'est très intéressant, on a 58% de l'électorat de droite est un électorat féminin.
plutôt une surprise, puisqu'on a peut-être tendance, c'est peut-être un cliché, on a peut-être tendance à considérer que les femmes votent plus volontairement à gauche. D'ailleurs, la gauche israélienne ou le centre israélien est en grande partie dirigé par des femmes. Sheli Yachimovitch, la présidente du Parti travailliste, Tzipi Livni, la présidente du Hatnoua, un parti à son image, et puis plus à gauche, Zehava Galon, qui dirige le parti Meretz. Eh bien non, l'électorat de droite est en très large majorité, 58% féminin. C'est beaucoup. Concernant le niveau éducatif, eh bien 44% des électeurs de droite ont un niveau éducatif secondaire. Une minorité, 12%, 24%, pardon, ont un niveau éducatif qui va au-delà du secondaire. En tout cas, on va surtout retenir ce chiffre d'une majorité d'un électorat féminin pour le bloc de droite. Et puis on verra également si cette analyse que vous nous avez rapportée, Dror, se confirmera dans la stratégie électorale des partis. Et puis surtout dans leurs spots qui vont apparaître dans les jours à venir, leurs spots de campagne à la télévision israélienne notamment. On passe à notre reportage du jour avec aujourd'hui un focus sur un quartier de Tel Aviv du nom de Neve Sha'anan. Un quartier relativement pauvre avec une condition socio-économique très difficile aujourd'hui, notamment en temps de crise. Et pourtant, des jeunes qui habitent là-bas, notamment à cause des prix très faibles du loyer, ont tenté de tout faire pour changer la vie des habitants du quartier. Joachim Toiti est parti à leur rencontre. On y revient en images. Tel Aviv, centre culturel, économique et artistique d'Israël, surnommé la Ville Blanche, offre en général une façade polissée et agréable aux touristes et visiteurs de passage. Mais peu connaissent la réalité des quartiers sud, tels que Neve Sha'anan, le quartier de la gare centrale de Tel Aviv. Ici, à quelques centaines de mètres seulement du centre cossu de la ville, misère, prostitution et drogue font partie intégrante du décor. À une population d'origine de niveau modeste, s'est ajoutée une forte population immigrée à majorité clandestine, entraînant comme conséquence surpopulation et insalubrité. L'état de délabrement de ce quartier n'est toutefois pas une fatalité pour Ivry, qui, comme tant d'autres, ont décidé de prendre les choses en main en s'organisant en comité local pour exiger de la municipalité les services et l'entretien qui font injustement défaut au quartier et qui pourraient en améliorer le quotidien. C'est l'arrière-cour de Tel Aviv. Finalement, ils ont créé une situation où c'est la poubelle de Tel Aviv, la poubelle humanitaire, où il y a vraiment tous les problèmes qui se concentrent. Mais comme tu peux voir, le terrain est super central. Ici, on a toutes les ponts, les résidences de luxe qui se construisent tout autour du quartier, en ignorant la situation dans le quartier. Ivry est un de ces nombreux habitants de Tel Aviv aux revenus moyens qui ont été repoussés vers les quartiers pauvres, n'ayant plus les moyens d'habiter dans le centre et le nord de la ville. En effet, ces quartiers pris d'assaut par des acheteurs étrangers ont atteint ces dernières années des prix exorbitants, bien hors de portée des ménages israéliens. Ils attendent que les prix augmentent pour construire. Et donc en attendant, rien ne fait rien, des terrains vagues avec des déchets. On aimerait bien avoir un petit jardin ou même juste des plantations, des arbres, enlever le barbelé. Juste donner une image un peu plus positive aux résidents de Neve Sha'anan. Optimiste, Ivry espère que l'action des habitants du quartier, de la municipalité ou bien l'augmentation incessante de l'immobilier finiront par transformer Neve Sha'anan en un endroit agréable de plus à Tel Aviv. Voilà, et puis on va démarrer cette interview. La deuxième partie de cette émission, elle est consacrée à un artiste franco-israélien que vous connaissez sûrement. C'est Avi Toledano qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, plus de 50 ans de carrière derrière vous, plus de 32 albums. Vous avez commencé à l'âge de 16 ans seulement dans une émission qui va être un petit peu, si on peut dire, les prémices des émissions de télé-réalité actuelles. C'était un petit peu graine de star à la radio israélienne dans les années 60. Et vous avez gagné. Depuis, vous avez également à votre effectif 2 prix de l'Eurovision. On va y revenir plus tard. Mais on va commencer par s'attarder sur votre dernier album. Vous l'avez appelé Le Chansonnier. C'est un recueil de chansons, d'adaptation de chansons françaises, si on peut dire. Si vous voulez bien, on va écouter un petit extrait que tout le monde va reconnaître. Avec plaisir, avec plaisir. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marteau, ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème,
sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux. Voilà, et puis bien sûr, on reconnaît ici une adaptation de la très célèbre chanson de Charles Aznavour, La Bohème. C'était une prestation que vous avez tenue pour les 87 ans de Shimon Peres. Vous me l'avez raconté. Exact, oui. C'était au Théâtre des Caméries à Tel Aviv. Alors, notre très cher président de l'État d'Israël, amateur de chansons françaises. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'il y a eu un roman quand même assez important de Shimon Peres avec la France, du temps encore avant De Gaulle, enfin pendant De Gaulle, avant l'embargo, il faut dire. Et c'est vrai que Shimon Peres a quand même un petit coin de sa carrière qui était très, très relié à la France. Donc, comment fêter ses 87 ans? On a essayé de retracer un peu son itinéraire. Et comme ça, on est arrivé, bien sûr, au côté français et francophone. Et là, donc, j'ai choisi La Bohème pour lui faire plaisir. Et je crois qu'il a beaucoup apprécié. En tout cas, une prestation réussie. Alors justement, on en revient à cet album. C'est votre dernier album. On le montre ici à l'écran. Vous l'avez appelé Le Chansonnier. Et en fait, oui. c'est un recueil de chansons françaises, c'est cela? Oui, parce que je crois que tout au long de ma carrière, je suis arrivé en Israël à 16 ans. Bien sûr, j'ai fait surtout de la chanson israélienne en hébreu. Mais j'ai toujours tenu un langage parallèle avec la chanson française parce que par 2 reprises, j'ai fait quelques disques en France à l'époque, entre 71 et 73, avec Philips. J'avais fait plein d'émissions françaises chez Guy Lux, chez Michel Drucker, Philippe Bouvard, Thierry Leluron à l'époque. Et puis ensuite, en 80, j'ai enregistré un 33 tours, un album avec Pathé Marconi en France. Et Hubert Ballet était mon producteur, qui était le producteur de Daniel Guichard aussi. Donc, toutes ces chansons, un beau jour, je me suis dit, il faut recueillir un peu, faire vraiment une compilation de toutes ces chansons. Est-ce que vous ne le voyez pas un petit peu comme une consécration, cet album, pour vous et pour votre carrière? Écoutez, j'ai fait 32 albums israéliens qui sont vraiment où il y a beaucoup de compilations, il y a beaucoup de... J'étais nommé 6 fois chanteur de l'année en Israël, tout ça. Mais je crois que je voulais... vraiment ramasser et recueillir en un seul album tout ce que j'ai fait dans la francophonie en général. Il y a des chansons qui sont traduites des chansons françaises de Brel, Aznavour, les trucs les plus importants, enfin les chansons les plus importantes. Et puis il y a aussi beaucoup de chansons que j'ai composées et que j'ai enregistrées en France à l'époque. Alors on va revenir avec vous sur un autre succès. On en a parlé très succinctement dans une présentation trop courte. Il y a quelques minutes, c'était en 1982, c'était l'Eurovision, et vous l'avez gagné avec une chanson qu'on va tout de suite écouter. זיו השדה שעזבנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם הלילות בכנען טרם השמש עולה עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק חסידה עוד רוגעת מעל ועוד ניסה הערפל בעמק בין הזריחה והטעם וגם ההורה ההיא תימהר כל האור עולה כל הלא נדם וגם ההורה ההיא תימהר שירה ומלא. Alors justement, voilà, la deuxième victoire de l'Eurovision, c'était une victoire par artiste interposé, si on veut dire. Oui. Vous avez écrit pour Ofra Haza la chanson Aura. Mais vous avez pris ce succès un petit pour vous aussi. Chai, exactement. Oui. Aura, c'était un an avant que j'ai interprété. Et Ofra Haza, j'ai composé pour elle la chanson Chai, 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 qui disait Chai, 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 Am Israël, Chai. Et comme ça se passait en Allemagne, c'était vraiment un statement vraiment
Et puis une reconnaissance affichée, oui. effectivement. En Allemagne, c'était un beau symbole pour quelques dizaines d'années seulement après la Seconde Guerre mondiale. On vous sent très partagé entre votre attachement à Israël et à la culture israélienne, et puis de l'autre côté, à votre attachement de naissance aussi, la culture française. En fait, plutôt que de choisir dans votre carrière, vous avez mené les deux de front. Tout à fait, tout à fait. J'adore la chanson française, j'adore la culture française. Je suis en Israël depuis l'âge de 16 ans, mais je continue à lire et à parler le plus souvent possible en français. Et puis bon, c'est vrai que c'est deux cultures, mais j'arrive à les conjuguer, c'est bon. Et puis d'ailleurs, votre dernier spectacle, basé sur ce dernier album, vous allez mener des prestations tant en Israël qu'en France. Oui, je fais là en ce moment une tournée avec mes 5 musiciens. On tourne dans tout Israël avec un programme où bien sûr il y a plusieurs chansons incorporées de cet album, parmi d'autres qui retracent un peu une rétrospective de toute ma carrière. Il y a eu quand même pas mal de succès. Et puis bon, c'est un grand plaisir de faire cette tournée parce qu'elle présente au public vraiment peut-être le tracé de toute ma carrière à travers mes chansons. Est-ce qu'il faut voir une volonté peut-être de vous éclipser, ou bien alors ce n'est qu'une plus belle façon de continuer que de résumer ainsi 50 ans de carrière? De toute façon, c'est tout à fait... Non, c'est juste une petite pause pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Mais on attaque déjà avec une nouvelle chanson, là, très bientôt, qui sort en radio. Un duo cette fois, avec un autre chanteur israélien qui s'appelle Arik Sinai, avec lequel j'ai partagé une émission de réalité l'année dernière, une émission qui était musicale. Et donc, on s'était promis de faire un duo ensemble. Et là, on sort une chanson qui va sortir très bientôt, qui s'appelle Agibora Sheli, mon héros. Et voilà, ça va sortir incessamment. Est-ce qu'avec l'évolution de la musique israélienne, la musique moderne en général, vous avez senti au cours de toutes ces années votre style, votre goût évoluer? Ben écoutez, c'est normal, c'est une synthèse de tout ce que vous respirez, de tout ce que vous ressentez autour de vous. Il y a eu une évolution qui s'est faite, mais je suis quand même assez fidèle à mon style, je crois, au long de ma carrière. J'ai touché un peu à beaucoup de styles différents de musique, mais... Je pense que quand les gens écoutent une chanson à moi à la radio, ils savent systématiquement que c'est moi. Parce que bon, il y a quand même un certain style qui revient, qui est là, qui caractérise quand même. Alors, un dernier mot à Avi Toledano pour une carrière que vous avez menée tant en Israël qu'à l'étranger. On ne peut pas s'empêcher de vous la poser. En fait, je vois que vous avez fait des tournées aux États-Unis, en Europe, en France, bien sûr, et puis même en Australie, aux 4 coins du monde, si on peut dire. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, au cours de toutes ces années, vous avez été confronté à une espèce de boycott culturel dont on a fréquemment parlé ces dernières années face à Israël, ou jamais? Franchement, je ne peux pas mettre le doigt sur quelque chose de très précis. Une fois, je suis passé pour le Keren Kayemet au Zénith. Et bon, il y avait 6 ou 7 000 personnes à l'intérieur de la salle. Il y avait 10 000 autres dehors qui manifestaient. C'était la seule fois où j'étais un peu confronté à ce genre de problème. Mais bon, on est en pays démocratique en France, et puis bon, finalement, les gens ont le droit de protester, nous on a le droit de faire ce qu'on aime, et puis bon, ça va. En tout cas, on retient une carrière applaudie tant en France qu'en Israël. On rappelle que l'un de vos prochains spectacles, il y en aura d'autres en attendant, mais l'un des prochains c'est à Marseille, et ce sera pour le jour d'indépendance de l'État d'Israël, et ce sera donc en France, à Marseille en 2013. Voilà, c'est la fin de cette émission. Avi Toledano, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Pour nous aussi. Et puis la suite de l'information, c'est dans quelques instants, toujours sur GuiSeN TV.